Ça me met mal à l'aise, mais je pense que c'est la seule intro que je puisse faire. Un bilan culturel, tous les 5 du mois. Sauf que ça faisait 1 an et demi que c'était plus là. Donc salut, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec les livres, après on va faire les séries et enfin les films. Les 2 livres dont je veux parler, c'est ceux de Nicolas Mathieu, c'est Connemara, sa dernière sortie, et Leurs enfants après eux. Ça a été une découverte vraiment fortuite avec Nicolas Mathieu, dans le sens où j'allais dans une librairie, j'ai vu la couverture de Leurs enfants après eux, je suis tombée amoureuse, j'ai lu la synopsis, j'ai fait sympathique. Et en même temps, quand j'ai lu ce synopsis, j'ai vu qu'il avait gagné le prix Goncourt. Le prix Goncourt, pour moi, c'est un très très grand prix littéraire en France, c'est le plus grand prix littéraire de France. Pour moi, c'est des... C'est des écrivains très pompeux, c'est des écrivains que je lis très peu, c'est des écrivains qui sont... c'est très dense, je trouve que c'est très compliqué à lire. Moi, il y a des moments où j'ai pas envie de lire très compliqué, à part les essais. J'ai pas du tout envie de me plonger dans des romans qui sont très compliqués. Enfin bref, c'est pour ça que les classiques, souvent, ça me pompe l'air, vraiment. Je lui ai quand même donné une chance, parce que vraiment le synopsis, il me mettait dedans, c'est-à-dire... Alors si je me souviens bien, on les suit pendant 3 années. Je sais qu'il y a une histoire de Coupe du Monde, de foot à l'intérieur. Mais je me souviens plus les intervalles entre tous. On suit un jeune... au départ, il est vraiment... il a 12 ans. Fini quand il en a 25, quelque chose comme ça. Et ça va être son évolution, mais qu'au travers des étés des Coupes du Monde. Ça a été une agréable surprise. C'est-à-dire que j'ai adoré, je l'ai peut-être bouffé en 2 semaines le livre. Il est hyper simple à lire. Encore une fois, je ne pensais pas que c'était possible pour un prix Goncourt. Si je me souviens bien, je crois que ça n'a pas fait l'unanimité dans le monde littéraire que ce soit Nicolas Mathieu qui ait gagné le prix Goncourt. Parce que Nicolas Mathieu n'a pas un style très dense. Et ce que j'aime chez lui, ce que j'ai pu remarquer dans Connemara et dans Leurs enfants après eux, ce qui moi me fait connecter en tant que, je pense pas une énorme liseuse, c'est qu'il parle de quotidien. Il n'y a pas d'exercice de style dans ces livres. J'ai vraiment été prise dedans parce que c'était des histoires que je pouvais entendre de mes amis l'été, c'était ma vie l'été, c'était la vie des autres l'été, c'était ces petits riens qui font que à la fin ça fait un incident. Et il y a des moments où je me suis dit, est-ce qu'il écrit pas un peu sur le vide? Et je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est cette écriture un peu sur le vide, la normalité, mais aussi l'amour, l'adolescence, cette période un peu bâtarde de l'été où on s'ennuie, on est ado, qu'est-ce qu'on fait, on est jeune adulte, est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait? Dès qu'on vient de province ou de banlieue un peu loin de toutes les grandes villes et de toutes les animations, on s'y reconnaît très très facilement dans ces livres. Connemara, ça a plus suivre l'histoire de Quadra, si je me souviens bien, qui retombe amoureux après des années. Et cette petite amourette, ce petit amour dans cette France qui est un peu loin de toutes les grandes villes, de tous les hubs, où on s'ennuie, où on cherche quelque chose d'excitant, où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est, tout en sachant qu'on est peut-être mieux qu'à Paris. Enfin, je sais pas comment expliquer ces livres en dehors de cette écriture qui pour moi n'est pas poétique. Vraiment, lisez-les. Si vous pouvez d'ailleurs mettre la main très facilement sur Connemara parce que c'est sorti il y a 1 an, même pas. Et sur Leurs enfants après eux, ça a fait énormément de bruit vu que c'est celui qui a gagné le prix Goncourt. Je peux faire que des louanges de Nicolas Mathieu, je l'ai trouvé hyper intéressant dans les interviews, j'ai vraiment voulu savoir qui était ce mec qui avait écrit comme ça, alors que vraiment je me faisais une image pour la 30e fois des prix Goncourt de gens qui sont très littéraires, très pompeux, très denses, très compliqués à lire, vraiment pas accès à tout le monde. C'est faux. Nicolas Mathieu, c'est vraiment le contre-exemple de tout ça. C'est un mec qui est hyper accessible, qui a écrit très tard en plus, si je me souviens bien, qui ne se pensait pas du tout écrivain, qui avait juste des trucs par-ci par-là et qui s'y est mis et qui a tout explosé. Bref, lisez ses livres, on va passer. C'est quoi déjà que je fais normalement? C'est les films ou je fais après les séries? Je me souviens jamais. On va pas s'embêter, on va passer aux séries. On va commencer avec la première série qui est Only Murders in the Building. Alors,
Ça fait quelque temps, ça doit faire 2 mois que je l'ai vu, donc peut-être que je vais avoir du mal. Only Murders in the Building, c'est la 2e saison que j'ai regardée. La première et la 2e, c'était un meurtre qui se passait dans le building, donc, et il y avait 3 personnes qui faisaient un podcast et qui enquêtaient en parallèle avec la police. La première saison, je l'ai adorée. La 2e saison, c'est un peu plus compliqué. Il y a des développements d'acteurs, on comprend pas très bien pourquoi, on se replonge dans le passé de certains. J'ai pas trop aimé. L'histoire du meurtre est un peu en second plan, je trouve. Elle est pas très intéressante, pas comme dans le premier. Il y a eu une chute à la fin. Je me suis dit, bon, ils sont repartis pour une 3e saison parce que ça marche très très bien comme série. Donc il fallait bien qu'il y en ait une, ça pouvait pas se finir comme ça, la 2e saison. Je me suis dit, je vais la regarder. C'était tout ce que j'avais à dire sur cette série. Peut-être que c'était pas intéressant que je la mette en fait. La 2e série, c'est une série française qui est sur Prime. Je sais qu'elle a eu énormément de pubs sur les bus, dans le métro. C'est Miskina, et je suis tombée amoureuse de cette série. C'est-à-dire que Miskina, ça parle d'une banlieusarde qui ne sait pas du tout ce qu'elle fout dans sa vie. Elle est là, elle erre, elle a pas de mec, elle a des potes, elle a sa sœur qui va se marier, elle a eu une histoire compliquée avec son père, elle habite toujours chez ses parents. Et étant moi-même un peu dedans, j'ai adoré, vraiment. Alors après, j'ai entendu dire des gens qui disaient « Ouais, mais non, ça parle que de banlieue, encore une fois. » Pas du tout. C'est pas du tout le sujet de la série. Et si c'est le sujet de la série, bah ça parle à énormément de personnes, encore une fois. J'ai l'impression de faire à chaque fois des 5 où je vais parler de ce thème. C'est ce thème de personnes qui ont grandi en périphérie des villes. Et on est énormément. Ça parle de ces personnes qui sont perdues entre deux ambiances. Il y a dans Paris, où ça va être le travail, les études, la fête, enfin, ce qu'on se fait comme image, et il y a la banlieue où bon, bah, c'est le dortoir, c'est la maison, c'est on capte des potes que ça fait 15 ans qu'on les connaît, 20 ans qu'on les connaît, il n'y a pas grand chose à faire, mais on est là. Dans cette série, j'ai trouvé que c'était une des premières séries françaises qui dépeignait ça aussi bien, aussi simplement, au travers d'une femme en plus, et pas au travers d'un homme qui... à chaque fois, en plus, ils sont stigmatisés, les mecs, enfin, c'est assez compliqué. Là, c'était au travers d'une meuf qui, voilà, bon, elle est là, elle pourrait être pas là, ça ferait la même chose. C'est un peu ce que je pense, on passe tous à un moment dans notre vie, de toute façon, si je suis pas là, ce serait pareil. Qui se pose la question, est-ce que genre, les blessures que j'ai eues dans mon passé peuvent être réparées? Comment est-ce qu'elles peuvent l'être? Est-ce que quand elles vont l'être, je vais arriver à aller de l'avant? Ou est-ce que je me mets des barrières pour autre chose? Est-ce qu'en fait je veux juste rien faire? Enfin moi, elle m'a énormément parlé cette série, je l'ai bouffée pareil en 3-4 jours. Et je crois que ça parlait encore d'un thème que j'aimais, c'était le féminisme, c'était ne pas savoir ce que je pense de l'amour, ne pas savoir ce que je veux faire dans la vie, ne pas comprendre ma famille, savoir que je vis avec ce que ma famille elle a vécu. Et en même temps, c'est pas vraiment moi qui l'ai vécu de first hand quoi. C'est théorique comme anglicisme, c'est compréhensible, on vit tous avec les traumas de nos parents. Et parfois on se prend ces traumas dans la gueule pour des raisons qu'on comprend pas. Et ça nous marque autant. Et j'ai adoré cette série. Donc à voir absolument. Et non, ça ne parle pas d'une meuf de banlieue. Ça je l'ai entendu. J'ai entendu un truc encore pire. J'ai entendu ça parle de racaille et j'étais là... fatiguée, je suis fatiguée. La 3e série, j'ai vraiment envie d'en parler parce que je l'ai trouvée très mignonne. Je l'ai trouvée très reposante. C'est As We See It. C'est sur Prime. Et ça parle de 3 personnes qui sont autistes, qui vivent ensemble en coloc et qui sont aidées par une... Alors si je me trompe pas, c'est une psychologue. Enfin c'est un médecin qui travaille sur l'autisme et qui les aide à dépasser leurs problèmes de tous les jours. Alors je m'y connais pas du tout en autisme. Moi d'un point de vue extérieur à tout ça, qui n'a jamais été confronté à l'autisme, je pense que ça dépeint assez bien, c'est-à-dire quand on passe sur quelqu'un comme Rain Man ou autre chose, on tombe sur 3 autismes qui sont totalement différents. Il y en a un qui n'arrive pas à sortir de chez lui, il y en a une qui est un peu à la recherche à chaque fois d'amour, qui quand elle est triste, elle est très 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 triste, quand elle est bien, elle est très 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 bien. Il y en a un autre qui navigue dans sa vie plus ou moins normalement, mais qui a un peu un problème avec ses émotions à les montrer.
Et on va suivre donc leur thérapie à tous les trois et comment est-ce qu'ils naviguent dans leur vie par rapport à ça, par rapport aussi au médecin qui se pose la question si elle va pas partir dans une vraie unité de recherche au lieu d'aider des personnes particulières. Ça m'a énormément touchée. Mais je peux pas dire « Oh, ça a très bien dépeint les personnes qui sont autistes ». Je peux pas savoir si c'est ça. En tant que personne qui a vécu des dépressions, en tant que personne qui a vécu de l'anxiété, en tant que personne qui a des problèmes psychologiques, oui, moi je me suis connectée à certaines choses. 20 minutes, ça mange pas de pain, c'est moins de 10 épisodes, c'est mignon. Et si je me trompe pas, ça se passe à Los Angeles en plus. Moi j'aime bien ce flow là et tout. La dernière série, c'est The Midnight Club. J'espère qu'elle a été beaucoup plus vue que ce que je crois avoir vu. Je ne sais pas si c'est français. Donc dans The Midnight Club, on suit une adolescente qui apprend qu'elle a un cancer et elle va dans une clinique spécialisée pour les personnes qui sont en fin de vie et qui sont toutes adolescentes. Dans cette clinique, tous les soirs à minuit, ils se retrouvent pour parler d'histoires d'horreur, mais aussi se rappeler que si un jour ils décèdent, ils doivent montrer s'il y a une vie après la mort, si du moins ils peuvent communiquer avec eux. Donc ils demandent alors moi je vais faire tomber un livre, moi je vais casser telle chose. C'est des preuves qu'il y a quelque chose et qu'ils peuvent communiquer. C'est ça qu'ils se demandent aussi dans ce club. Cette série est gigantesque. Il y a des petits flirts, il y a des petites histoires d'amour, il y a des petites histoires de... Il y a un peu des trucs de sorcellerie et tout ça. Et en fait à l'intérieur, comme on suit le club de minuit, donc il y a en même temps des histoires d'horreur et où on veut savoir la fin. Et ça ressemble un peu à un mille et une nuits. Il faut à chaque fois qu'ils finissent l'histoire. Et l'histoire ne va pas être racontée en une nuit, elle va être racontée en 3-4 nuits, avec des espaces à chaque fois, avec d'autres personnes qui préfèrent raconter leurs histoires telle journée, d'autres qui vont sauter une semaine. Et ça j'ai beaucoup aimé. Vraiment, elle est superbe, elle est très bien amenée, les histoires sont très bien amenées. J'ai juste envie d'attendre la deuxième saison parce que juste, je suis tombée amoureuse déjà des acteurs qui commencent à être connus pour la plupart, qui ont tourné dans quelques autres séries Netflix. Et aussi parce que l'histoire est magnifique, parce que les histoires d'horreur font que on y retourne pour avoir aussi sa petite dose de frayeur. Puis ce thème sous-jacent du décès, je pense qu'il est très important, du deuil, de comment est-ce qu'on gère ça quand on est jeune, quand on apprend qu'on est en fin de vie, quand on est vraiment très jeune, à un âge où on devrait pas l'être, à un âge où on devrait découvrir l'amour, on devrait découvrir la vie, où on devrait être encore à l'école, où on devrait appeler nos amis. Il y a une scène qui m'avait énormément émue où il y a un des personnages qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas malade et qui est à l'extérieur de cette clinique. La personne vient souvent le voir, elle veut faire un pique-nique, elle demande à une des amies qui est donc dans la clinique où est-ce qu'il aimerait être dans le domaine. Et elle commence à lui hurler dessus en lui disant que c'est pas le pique-nique et le fait de le traiter comme quelqu'un de normal qui va faire du bien. Et j'ai beaucoup aimé ces deux phases-là parce que le garçon, quand il arrive pour aller voir sa copine et quand elle lui raconte, il va voir donc... Oh là j'ai du mal, j'arriverai jamais à raconter une histoire, c'est bien ça mon problème. Mais il va voir son ami de clinique et il lui dit tu peux pas dire ça, moi je veux vivre comme quelqu'un de normal. Il n'y a pas de normalité en fait à être confronté à la mort d'une manière aussi brute que la maladie en plus. Où on voit son corps, ça c'est quelque chose aussi dans la série qui est malheureusement très bien décrit et moi qui m'a fait pleurer plusieurs fois. C'est ces problèmes quand on a quelque chose qui nous touche surtout le cerveau, parce qu'il y en a un qui a un cancer dans le cerveau, qui va commencer à toucher la parole, qui va commencer à toucher les gestes. À un moment, si je me trompe pas, il arrive plus trop à parler, à s'exprimer, il arrive plus trop à prendre des choses et il essaie vraiment de s'exercer à prendre des affaires, genre un stylo. Est-ce que quand on a 17 ans, c'est quelque chose qui devra arriver? Non. Et la vie est injuste et il l'explique hyper bien. Et cette série, pour moi, elle accompagnait tout. Il y avait l'histoire de l'amour, il y avait le deuil, il y avait se confronter à sa propre mort, se confronter à la mort des autres, parce qu'on suit donc les accompagnants des malades. Il y avait les histoires d'horreur qui sont là pour un peu spice up le truc. Et cette série, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai vue sur Netflix passer pas mal, mais pas assez à mon goût pour tout ce que ça amène. Et d'ailleurs, ils l'ont mis dans la catégorie ado, et je trouve ça très bête. Alors regardez et faites-la monter dans la catégorie pour les adultes, vraiment. On va passer au film. Le premier film, ça va être Olympiade, ça va être assez rapide. Olympiade, ça se passe dans le quartier des Olympiades.
Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ça? Et on va suivre donc 3 personnes dans ce quartier qui vont à un moment avoir un destin un peu lié par l'amour, par les jalousies, par le travail. C'est un film en noir et blanc. C'est un film très cliché du film français. Je t'aime, moi non plus, j'en aime une autre, je suis jalouse. Il y a des moments où j'étais, c'est lent. À chaque fois, ça me fait penser au monologue qu'il y a dans 120 battements. Il y avait un monologue du personnage principal dans un métro. Et donc il fait ce monologue et il fait « Mais on n'est pas dans un film français, hein !» J'ai adoré, hein, j'ai vraiment aimé, j'adore ces petites histoires d'amour. Il y a un moment, il y a une connexion internet avec une cam girl d'une des femmes qu'on suit. Mais voilà, c'est un très bon film pour le dimanche quand on a peut-être envie de tricoter ou de faire autre chose à côté, qu'on se dit tiens, j'ai envie de regarder un film qui prend pas trop la tête, qui est plutôt beau, qui va parler d'un sujet un peu léger en essayant d'intellectualiser la chose. Est-ce que c'est méchant ce que je viens de dire? J'espère que c'est pas méchant. Ah, le deuxième film, je vais avoir tellement du mal à en parler. Ça faisait des années que je voulais le voir. C'était Malignant. Malignant. C'est le dernier film d'horreur de James Wan et il a eu tellement de critiques négatives. Alors qu'il est tellement bien. C'est l'histoire d'une femme qu'on va suivre et qui pour X raisons, elle va commencer à avoir autour d'elle des meurtres. Et même à les voir, à les ressentir comme si elle avait été à ce moment-là pendant le meurtre dans la maison de la personne. Et il a eu énormément de critiques négatives parce qu'il y a plein de gens qui comprenaient pas l'histoire, qui étaient là, c'est tellement cliché. Mais c'est ça qui fait la force du film, c'est qu'il est énormément cliché. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À un moment, il y a une course-poursuite dans un sous-sol, on ne comprend pas d'où il vient ce sous-sol, qu'est-ce qu'il fout là? Genre, c'est un sous-sol qui est hyper long, il doit faire 50 km, il y a des calèches, pourquoi il y a des calèches? Mais il a une force ce film avec ça, parce que je me souviens que la scène d'ouverture, moi, elle m'a fait flipper. C'est du jumpscare à la James Wan, donc on s'y attend pas vraiment, ça se voit qu'on avait besoin de quelqu'un comme lui, parce que l'horreur ne se réinventait pas, et lui à chaque fois, il nous sort des trucs qui sont comme là où on pense que c'est un nanar pas fait exprès, alors que pour moi c'est un nanar littéralement hyper bien contrôlé, c'est pas possible. On va voir une clinique sur une falaise, y a pas plus cliché que ça. Tous les films d'horreur des années 80, ils avaient leur clinique ou alors leur manoir sur des falaises. Ils sont dans le noir, il y a des trous dans le plafond, il y a l'eau qui coule, il y a une histoire de mère qui abandonne. Enfin, et en plus, les acteurs sont géniaux. Puis il y a des petits coups de génie comme ça, de jumpscare qui en plus ne sont pas putassiers, qui sont magnifiques. Je suis désolée, mais Conjuring en ce moment, les derniers Conjuring font pas mieux. Pour moi, ils sont même pires. Parce que les jumpscares, on s'y attend à 300 km. Bon, des Lorraine Warren, on s'en fout, on commence à en avoir marre. C'est bon, quoi. Le premier, il était magnifique. Et ben voilà, il me fait penser au premier. Si le premier, on avait mis des petits éléments comiques qui, au premier coup d'œil, on va penser que c'est pas fait exprès, alors que vraiment, James Wan, qui a quand même dirigé les 2 premiers Conjuring, dirigé Insidious, vous pensez vraiment que le mec il fait pas des trucs en sachant ce qu'il fait? En plus de ça, Malignant, il faut savoir qu'il a mis énormément de temps à sortir parce que je crois qu'ils avaient commencé la production juste avant le corona, ça a dû être coupé, il a dû la refaire, il est reparti sur une autre idée, donc il a eu du temps pour y penser. Ça m'étonnerait qu'il fasse des trucs genre en mode oh, je suis une James Wan, j'ai fait vraiment plein de films d'horreur qui ont très bien marché, je sais jouer avec le spectateur sur la peur, sur le rire, sur la surprise. Et là, je vais faire n'importe quoi et sans le calculer. Dans quelques années, on va vraiment y penser comme un film d'horreur nanar vraiment très drôle. Par contre, le 3e film d'horreur, je l'ai pas du tout aimé, c'est Abuela. C'est un film d'horreur franco-espagnol. C'est une mannequin qui habite à Paris et on va l'appeler parce que sa grand-mère a eu un AVC et qu'il faut qu'elle aille s'occuper d'elle. On apprend qu'elle a toujours été élevée par sa grand-mère, que elle a jamais vraiment connu ses parents et que sa grand-mère c'était un peu la seule dans sa vie. Bon, elles s'entendaient très bien, elles venaient jamais en Espagne, mais elles avaient une très bonne relation. Et en fait, c'est un film d'horreur sur le jeunisme.
La peur de vieillir, le fait d'être top modèle et d'être très très vite remplacé quand on n'est plus là, parce qu'elle est plus à Paris, elle est à Madrid et on cherche absolument un autre modèle. Elle voit que c'est une de ses amies qui a pris sa place. Et en plus, tout ce qui pourrait être vraiment angoissant sur la vieillesse, je l'ai pas... Après, c'est peut-être parce que je suis pas forcément le bon public pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens jeunes qui ont peur de vieillir, qui pensent que c'est un naufrage. Je pense pas que ce le soit. J'ai plus peur de la mort que j'ai peur de vieillir. Vieillir pour moi c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que j'accepte, c'est quelque chose que le film joue. Il joue vraiment avec, c'est-à-dire qu'on va voir le corps nu de la grand-mère plusieurs fois, on va la voir avoir des crises un peu comme de démence. En plus c'est que des femmes donc ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que j'avais vraiment l'impression que ça touchait sur haha, ayez peur vous femmes, villes qui posent pour des magazines, regardez comment vous allez finir. Et vous, les vieilles, vous recherchez juste à ressembler à vos petites filles. Je l'ai trouvé mal amené. Encore une fois, toutes les choses où ça aurait pu peut-être me faire un peu peur, je me serais sentie un peu mal, j'étais juste, quand est-ce que ça se termine? L'avant-dernier film, je sais pas vraiment comment en parler. C'est Barbac de Fabrice Eboué. Il y a Marina Foïs en plus dedans, que moi franchement, je suis amoureuse d'elle depuis beaucoup trop longtemps. C'est un couple de bouchers qui un jour va se mettre à commercialiser, par accident en plus, du vegan. Et on va les suivre à tuer du vegan pour alimenter la boucherie. Au premier abord, j'ai trouvé ce film très boomer. Je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai eu honte de rire à certaines blagues de boomer. Et au final, je l'ai bien aimé. Il n'y avait pas d'histoire... Alors c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que on parle du véganisme, on parle de la boucherie, on parle de ces choses qui sont très critiquées en ce moment. Ça tape dessus, ça tape sur tous les côtés, mais d'une manière qui est pas non plus hyper sournoise. C'est-à-dire que c'est amené avec des gros sabots la plupart du temps, mais c'est pas comme des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des choses comme ça. Petite interlude du montage, ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on va faire croire qu'on peut rire de tout avec tout le monde, ce qui est totalement faux. Il y a un humour qui est oppressif et dans le cas de Barbac, ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de racisme des végans, il n'y a pas de racisme des gens qui mangent de la viande, il n'y a pas quelque chose de systémique avec les gens qui sont véganes, végétariens. Je vous laisse avec la suite du 5. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est beaucoup moins cringe. C'est beaucoup moins cringe. On tombe sur des choses qui sont très extrêmes des deux côtés. J'ai trouvé ça drôle. Il y a un moment où j'ai ri à une blague. Je peux même pas le dire sur YouTube. Vraiment, c'est une séquence de 30 secondes, mais j'ai hurlé de rire. Je trouvais que c'est vraiment quelque chose qui ferait rire que les gens de plus de 35 ou 40 ans. Mais j'ai rigolé. J'ai eu honte. J'ai eu honte de rigoler de ça. Vraiment, pendant 10 minutes, je me suis regardée dans le plafond là, j'ai fait non, c'est pas possible de rigoler de ça, t'as honte, oh la honte. Qui n'aime pas Marina Foïs n'est pas vraiment expert en film. Hein. C'est le dernier film, et c'est Ne dis rien, qui est sorti là il y a peut-être quelques mois. C'est un film, c'est un thriller, c'est plus un thriller ou de l'épouvante, je sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. C'est deux familles qui se rencontrent en voyage en Toscane, une qui est danoise, une qui est hollandaise, voilà, hollandaise. Et puis les Hollandais, quelques mois après le voyage, ils vont demander aux Danois de venir chez eux. Et là, on va vivre un malaise. Alors, la fin est décevante. On s'y attend à la fin. On s'attend que ça se finisse comme ça. Le centre du film est tellement bien. Voilà, c'était ça qu'on voulait dans Abuela. C'était un film qui nous mette mal à l'aise, où on se dise mais franchement, je suis pas bien. Moi je l'ai regardé le film, je me suis dit mais plus jamais je le regarde, ça me met mal à l'aise. Parce que on est dans une... Donc il y a ce truc où la famille danoise, elle arrive chez les Hollandais et en fait elle s'aperçoit qu'il y a plein de mensonges, il y a plein de non-dits. Ils comprennent pas vraiment en fait où ils sont, ils les connaissaient pas bien. Ils ont un petit garçon, les Hollandais, et il parle pas, il fait des mimiques bizarres. Les Danois ils sont mais comment est-ce que vous pouvez traiter votre enfant comme ça? Enfin, puis il y a cette sorte de... Bah c'est un huis clos parce qu'on est vraiment en pleine campagne hollandaise, il y a rien. Il y a un moment, il y a une scène dans une sorte de restaurant routier où ils sont vraiment que tous les quatre. Ils parlent tous hollandais et
Les Danois ils se regardent, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il dit quoi. Il y a la femme qui est végétarienne et on l'oblige à manger de la viande H24. À la fin elle pète un plomb et en fait on serait tous comme ça, on serait tous à dire ouais les premières fois, puis après à dire mais en fait genre ça fait 40 fois que je vous le dis, j'en peux plus. Ils partent en plein milieu de la nuit, enfin ça pour moi c'est un film qui est très bien exécuté sauf la fin, parce que de toute façon je pense que rien n'aurait pu être à la hauteur du milieu de film où on est dans ce malaise complet, et c'est pour ça qu'on veut voir ce genre de film, c'est pour ça genre il y a des moments dans l'horreur et dans l'épouvante, dans le thriller. Je veux pas avoir quelque chose qui va avoir des jumpscares, je veux pas avoir quelque chose qui va avoir du sang de partout, je veux pas voir quelque chose où va y avoir des esprits, je veux voir quelque chose où je me dis ça peut être moi. Vraiment pour l'instant c'est un film 2022 d'épouvante que j'ai préféré. Ne dis rien, c'est magique. J'ai fini là, j'espère que ça durera pas trop longtemps, je suis désolée si c'est un peu fouillis. C'est normal, c'est moi, et puis je me suis retrouvée pour la première fois depuis 1 an et demi en face cam et c'est très bizarre déjà rien que de se remaquiller pour ça. Je vous dis au revoir et prenez soin de vous.